Donc bonjour à tous. Voilà, je vais vous déjà de glace. Déjà j'avais le stress pour la présentation et en plus il m'a mis la pression là. En fait, c'est vraiment une présentation de synthèse parce que j'ai observé à travers différentes discussions avec différentes personnes qu'en réalité, même si on fait l'effort, nous, de notre côté, pour simplifier un petit peu les méthodes multiblocs, elle reste quand même un objet un peu mystérieux pour des utilisateurs comme parmi vous. Et donc, en fait, l'idée, elle est venue à l'intersection de plusieurs choses. Et en fait, je l'ai baptisé comme ça, représentation canonique. Mais l'idée sous-jacente derrière, c'est comment rendre les méthodes multiblocs intuitives. C'est-à-dire, le message de la présentation, c'est si vous savez faire une analyse en composantes principales, et vous savez vraiment, vous avez une certaine expertise sur cette méthode, vraiment, il n'y a rien qui vous empêche à faire le passage au multibloc. Donc pour ce faire, je vais en fait dans un premier temps, je vais dans un premier temps faire juste une synthèse des méthodes multiblocs appliquées en chimiométrie, ou qui ont été appliquées en chimiométrie. Et après, je vais essayer d'introduire cette notion pour vous montrer comment, en fait, on va rapprocher toutes ces méthodes d'une simple analyse en composantes principales. Et bien sûr, l'idée derrière, c'est pas de dire exactement que c'est de l'analyse en composantes principales, mais de dire que dans la pratique, les mécanismes sont les mêmes, et par conséquent, après, on peut discuter sur les spécificités des méthodes, etc. Dans une seconde temps, je parle de l'analyse de cette représentation canonique et je donne quelques conclusions. L'intérêt ici, il est positionné sur la comparaison de méthodes. Pourquoi on choisit une méthode plutôt qu'une autre, etc. Alors voilà un petit peu un tableau qui résume les méthodes qu'on applique usuellement en chimiométrie, ou qui ont été appliquées en tout cas en chimiométrie. Vous avez les acronymes de ces méthodes, HPCA, MCOA, STATIS, qui est une méthode qui a été introduite en chimiométrie par Sébastien Le Gourvinec dans le cadre de sa thèse, et qui la méthode qui a été développée ou introduite à Montpellier ici. Et on a bien sûr CCSWA, comme dit M. CCSWA, c'est le même nom, CPCA et l'ACP, parce que généralement, lorsqu'on a un tableau qui est partitionné par colonne, ou une collection de tableaux portant sur les mêmes échantillons, souvent on est tenté de faire une ACP, donc on va l'intégrer là-dedans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on regarde ces méthodes, derrière ces méthodes, il y a deux idées qui sont intéressantes. Et en fait, ce qu'on aimerait savoir, nous, c'est est-ce que ces deux idées ont un impact sur la pratique, ou en fait, c'est tout simplement, sur le plan du fondement, on a deux possibilités de faire la même chose. Donc la première idée, elle est très simple. Je prends mon tableau, je vais construire des composantes ou des blocs scores ou des variables latentes par tableau. Je reviens à une logique un seul tableau, mais j'en ai plein parce que, comme vous le voyez, il est indexé par un vecteur U, ça veut dire que j'ai une famille de tableaux. Il va se poser la question du choix de la méthode appropriée pour faire ça, pour analyser ce tableau. On va voir comment faire. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, j'ai mon tableau. Je vais en fait considérer une matrice de produits scalaires, c'est-à-dire en fait, si je prends le tableau X1, j'ai des collections de spectres, par exemple un ensemble de spectres. Je fais le produit scalaire entre tous les spectres 2 à 2, et je vais avoir une matrice de dimension Nn qui est le nombre de demi-spectres. Et en fait, ces matrices, ils ont une particularité, ils sont de même dimension. Ils sont tous Nn, donc j'en ai K, et j'en fais un tenseur. Et deuxième approche, eh ben, on va analyser ça par une approche tensorielle, on dit. Alors, si je viens à la première idée, en fait,
comment on va choisir ce tableau? Ben, il y a deux stratégies pour le choisir, ce tableau, et qui va nous donner un peu une déclinaison des méthodes. Dans la première stratégie, on va maximiser un critère de covariance au carré. Ça, c'est CPCA et MCOA, ils vont choisir ce critère pour choisir le tableau. Et en fait, vous avez HPCA qui va maximiser le même critère à la puissance 4. Et donc, on a différents algorithmes comme ça qui vont nous permettre de trouver la meilleure solution. La différence, en fait, entre MCEA et CPCA, c'est juste, en fait, la façon de déflationner pour construire des variables latentes d'ordre supérieur, comme on fait un peu en PLS. Donc, ce travail, en fait, a fait l'objet de plusieurs... Enfin, c'est un travail qu'on a mené au sein de l'unité à Nantes, au sein de notre unité. Et donc, vous avez un certain nombre de références. Deuxième stratégie, basée sur la décomposition tensorielle. Alors, lorsqu'on parle de décomposition tensorielle, il y a un blocage psychologique, parce que c'est un peu space. Mais en fait, l'idée, elle est très simple. Lorsque vous avez un tableau, je vais expliquer cette décomposition à partir de l'ACP. Je prends mon tableau, j'oublie la partition, ça je suis dans la figure 1 là, j'appelle ce tableau X point, je fais une ACP. D'accord? Ça, tout le monde sait faire ça. Et maintenant, je veux voir mon ACP à l'échelle de mon tenseur. C'est-à-dire comment cette ACP que j'ai réalisée, je peux la traduire au niveau de ce tenseur de produit scalaire. Ça vous donne en fait une décomposition que vous voyez ici. On a l'habitude de faire ce type de décomposition. Il y a juste la troisième dimension ici qu'on va décrire par un paramètre qui est égal à 1 sur toutes les dimensions. Les vies que vous voyez dans cette décomposition sont vraiment les composantes principales standardisées de mon modèle, de mon ACP. Alors maintenant, si on fait ça, on va en fait comprendre pourquoi c'est intéressant quand même de s'intéresser à cette approche, parce qu'en fait, il y a une certaine hiérarchie entre les méthodes. Ce que je vais dire ici, je l'ai exprimé en fonction de la décomposition, mais il y a plusieurs papiers, notamment par Mustapha, qui expliquent en fait cette idée, ou de vulgariser un peu cette idée-là. Lorsqu'on fait statistique, qu'est-ce qu'on fait? On constate que si je regarde la variabilité induite par les blocs, eh bien, je trouve en fait que je ne prends pas en compte cette variabilité, puisqu'en fait, j'ai un vecteur, un paramètre 1 qui décrit cette variabilité. Ce vecteur 1, il est de variance égale à 0. Donc, statistique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va relaxer cette contrainte et elle va intégrer un paramètre dans le but de prendre en compte cette variabilité-là. Avec les lambda qui sont ici, ils sont de variance non nulle, mais cette information qui est prise sur la troisième dimension, elle est unidimensionnelle. Et en fait, en ACCPS, on va relaxer sur toutes les dimensions. Un des résultats intéressants et qui est une source de difficulté et une richesse en même temps et une source de difficulté pour les utilisateurs, c'est le tableau qui est là. Ce tableau, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en fait, on peut regarder ces méthodes sous 12 angles différents. Donc, du point de vue algorithmique, c'est une richesse. Par exemple, De Glace vient de montrer qu'en fait, parce que derrière ces critères, il y a différents algorithmes, et on peut les exploiter pour faire des choses différentes. Donc, ce que j'appelle ici polymorphisme, c'est tout simplement le fait que je suis en face d'une méthode qui a deux formes différentes. Ça, sur le plan conceptuel. Sur le plan de l'utilisateur pratique, cette richesse d'avoir deux formes jumelles de la même méthode est une source de difficulté, parce qu'on n'a pas les mêmes noms, on n'a pas les mêmes sorties, etc., etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça sur le plan pratique? En fait, on va se mettre d'accord sur la forme d'écrire ces méthodes. D'accord? Donc là, l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire, comme on a une certaine expertise sur l'analyse en composantes principales, on va écrire ces méthodes comme des analyses en composantes principales.
Et donc ça va nous permettre tout de suite de comprendre comment on peut être opérationnel sur ces méthodes. Et en fait, la double décomposition que vous voyez ici vous rappelle bien la décomposition de l'ACP. Donc en fait, on a une décomposition de chacun des blocs et on a une décomposition d'un tableau global. C'est-à-dire en sortie, vous allez avoir les mêmes sorties que l'ACP. Et ça, c'est très intéressant. Alors, cette décomposition, cette représentation, cette double décomposition, on l'appelle la représentation canonique. Et on voit bien qu'en termes de stratégie d'analyse, ce qu'on essaye de faire en multibloc, on va faire une analyse globale. Et on aimerait bien voir, ça va se faire par la décomposition X point. Et on aimerait bien faire, en fait, une décomposition. En fait, on aimerait bien voir comment chacun des tableaux joue dans cette décomposition globale. Donc, on peut voir ça par le modèle XK. Une des propriétés très intéressantes sur ces modèles-là, c'est qu'ils sont connectés. Ils sont connectés par les relations qui sont ici. Et les deux relations, notamment celle qui est au milieu, celle de 10 points au carré, ça, c'est les variances expliquées. C'est-à-dire les variances expliquées du tableau X point sont des sommes de variances expliquées du tableau XK, dimension par dimension. Maintenant, si on regarde ces méthodes-là, ils ont quelques spécificités. Par exemple, ici, le nombre de dimensions des méthodes par le biais de H sont indiqués sur la figure. Donc, le R point, c'est le rang de la matrice totale X point. Et donc, on voit bien que la dimension de ces méthodes, c'est la même, sauf pour ACOM, où en fait, c'est le minimum de rangs de chacun des tableaux. Bon, voilà, pour écrire en fait ces méthodes tous sous cette double forme, cette double décomposition, c'est-à-dire de les représenter d'une manière canonique, c'est pas très difficile. On va regarder les déflations et on va utiliser quelques opérations matricielles plus ou moins simples et on peut écrire ces méthodes comme ça. Maintenant, je vais montrer juste un petit intérêt, comment on peut aborder avec ça, comment on peut facilement faire des choses, notamment répondre à des questions de comparaison de méthodes. Lorsqu'on veut comparer des méthodes, par exemple, maintenant qu'on a écrit sous forme standardisée, bien évidemment, si on veut comparer ces méthodes, on peut directement aller comparer la matrice des paramètres V. En fait, chaque méthode va donner, bien sûr, des valeurs différentes de V, et en fait, c'est facile à comparer, et on est d'une manière objective, parce que maintenant, toutes les méthodes sont standardisées. Là, je vais plutôt, au lieu de comparer les V, je vais plutôt comparer les D au carré, sachant que s'il y a convergence des méthodes d'un paramètre, il y a convergence de tous les paramètres, et s'il y a divergence au moins d'un paramètre, il y aura divergence sur tous les paramètres concernant, par exemple, deux blocs. Okay. Là, ce que vous voyez ici, c'est juste, en fait, les variances expliquées du modèle X point, qui représente la figure, et vous avez en fait le découpage de cette variabilité par bloc pour chaque méthode. Si on regarde un peu, on fait un zoom dimension par dimension, là on voit globalement qu'il y a des convergences, mais il y a aussi quelques divergences, donc on va regarder les choses dimension par dimension. Combien il me reste, Sébastien? Très bien. Là, je vais représenter par méthode, par dimension, les résultats. Donc, ça nous permet de faire un zoom. Donc, on constate qu'il y a en fait une convergence. Il y a juste l'analyse de coinertie multiple qui perd un peu en termes de variance expliquée. Et si on regarde, on prend les paramètres V qui permettent de faire, en fait, si les composantes communes ou les composantes principales standardisées, eh bien, on va voir en fait qu'ils sont très, très corrélés. Ça, la dimension 3 ou 4, révèle un phénomène vraiment très intéressant entre ces méthodes. Donc, si je me focalise maintenant sur la dimension 3 et 4, je vois en fait, en termes de corrélation, qu'il y a des problèmes, mais on voit visuellement en fait que, par exemple, on voit la matrice, si je prends dans la première figure à la dimension 3,
je trouve que la com status et la CCPS convergent. Je me rends compte que je n'ai pas traduit en anglais ça. Bon. Donc en fait, après on va regarder ça de près. On permet pour l'ACP, l'axe 1 et l'axe 2, pour avoir une convergence sur les 4 dimensions des méthodes. C'est un peu surprenant. Donc en fait, voilà, il y a une permutation des méthodes, c'est-à-dire on a une convergence à une permutation près des 4 méthodes. Maintenant, si on regarde sur les autres dimensions, notamment 5 et 6, on voit que la com perd beaucoup de variabilité. Ça représente ici une différence entre la com et les autres méthodes. Mais ça, c'est normal, parce que la contrainte, la déflation sur les blocs loadings, c'est une contrainte forte, donc on ne peut pas reconstituer beaucoup. Mais c'est une remarque à observer. Alors ce résultat, en fait, en arrivant là, donc, comme j'ai travaillé avec nos collègues ou nos amis suisses, ils avaient des données aussi, donc j'ai tourné ça sur des données. Après, j'ai dit, je vais simuler ça sur des données aléatoires. J'ai pris n'importe quoi. J'ai constaté qu'il y a convergence. Ça, de point de vue conceptuel, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire, parce que si par exemple tous ces résultats dépendent des données, mais s'il s'avère vrai aussi pour des données aléatoires, ça veut dire qu'il y a espoir qu'il y a quelque chose d'intrinsèque à mettre en lumière. D'accord? Donc, grosso modo, il y a 2 messages ici. Il y a une question. Y a-t-il convergence entre ces méthodes ou pas? Et peut-on le prouver mathématiquement? Donc, bien évidemment, nous, notamment au sein de notre unité, on va essayer un peu d'explorer ça. Et il y a espoir à trouver quelque chose. Mais, vous pouvez participer à cette discussion, à une seule condition, que vous avez le software qui vous permet de faire ça. Si demain quelqu'un a une structure de données qui montre la divergence, ce jeu de données nous intéresse pour pouvoir avancer sur ça. Donc la perspective ici, est-ce qu'on peut prouver ça indépendamment de la structure sous-jacente aux données? Et vous, quand vous générez des données, on va vous fournir un outil qui vous permet de faire cette comparaison. Et comme ça, on avance ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils utilisent, par exemple, ComDim, après, ils me disent, mais pourquoi il y a Statis? Et pourquoi il y a machin? Ok? Donc, c'est un peu une invitation en même temps, parce qu'on ne peut pas prouver tout d'un côté purement conceptuel. Alors, le premier message important, c'est que ces méthodes-là, sur le plan pratique, c'est exactement faire une ACP, concrètement dans la pratique. Après, bien sûr, il faut rentrer, voir les choses. Deuxième chose, c'est que ça permet cette représentation canonique, ou cette représentation des paramètres comme ça permet d'implémenter un ensemble de méthodes selon la même logique. Et la troisième chose, c'est que c'est un projet laborieux qu'on a commencé depuis un certain nombre de temps, mais il est sur le point d'aboutir. Donc, en fait, vous avez grosso modo à disposition au moins un petit software comme ça, qui vous permet de sortir les résultats d'une manière standardisée. J'imagine que vous savez faire des graphiques, ou à la limite, on va vous donner quelques fonctions graphiques. Et si parmi vous, il y a des gens qui trouvent des divergences entre ces méthodes, eh bien, qu'ils nous fassent signe parce qu'on est intéressé par ça. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et désolé pour la fatigue. Merci.
Et maintenant, je peux économiser ma voix. J'ai une question au sujet donc, de la préparation des variables. Parce que déjà que pour une simple PCA, l'utilisation de différentes préparations de variables en termes de centrage, de standardisation ou autre transformation a déjà une grande influence sur le résultat, surtout sur les premières composantes. Ici, lorsque l'on va comparer différentes tables, l'influence de cette préparation va être encore plus importante vu qu'on va essayer de lier les premières composantes dans chaque table ensemble. Est-ce que vous avez étudié un petit peu l'influence justement de cette préparation des variables? C'est d'autant plus vrai que vous demandez donc aux gens maintenant de tester sur différentes données. Et je me pose déjà aussi la question si sur le même jeu de données, avec des préparations de variables différentes, si on a déjà cette convergence. Oui, donc c'est une question sur l'influence du pré-traitement sur les résultats des méthodes multiblocs. Oui, bien évidemment, le pré-traitement influence sur les résultats multiblocs. Ça, c'est mais spécialement sur la convergence après, si vous êtes la convergence des résultats pour des différents pré-traitements. Et lorsque ça, c'est pas au niveau des différents pré-traitements, mais disons que si on veut comparer justement sur différents jeux de données, si des gens commencent à utiliser sur les différentes tables différentes aussi, on risque de voir vraiment différents pré-traitements. Oui. Donc, non, mettons, c'est déjà à l'échelle d'une personne. Donc, une personne, normalement, il va pré-traiter ces données. Et là, le droit, bien sûr, de pré-traiter ces différents blocs d'une manière différente. Mais s'il fait ça, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Maintenant, pour des pré-traitements qui ont été décidés, est-ce qu'il y a convergence ou pas des méthodes? C'est ça la question. Maintenant, bien évidemment, si par exemple on fait un pré-traitement A pour le tableau X1 et un pré-traitement B pour le tableau X2, c'est déjà compliqué lorsqu'on a le même traitement fixé. Alors bien sûr, si on varie les pré-traitements, ça va se compliquer un petit peu. Mais ça, à la limite, on n'est pas à ce stade-là pour l'instant. On veut juste voir est-ce que si quelqu'un il a une certaine expertise sur les pré-traitements qu'il fait, on l'aide bien sûr parce que les statisticiens proposent un certain nombre de pré-traitements. Est-ce qu'en fait, on peut avoir convergence entre ces méthodes? Et dans ce cas-là, la question de est-ce que je vais choisir telle ou telle méthode, c'est selon la sensibilité de chacun. Hein, c'est comme si on va au marché, on achète ce qu'on veut. Mais si maintenant il y a divergence, c'est intéressant. Mais cette divergence-là, on n'a aucune piste de savoir où la trouver. Voilà. Mais le pré-traitement ici, en fait, bien sûr, vous faites un pré-traitement fictif, vous regardez les méthodes. Parce que si vous variez le paramètre méthode et traitement en même temps, eh ben, c'est clair que vous allez obtenir des divergences et vous ne pouvez pas les expliquer, ces divergences. Non, mais dans le monde réel, par contre, on est toujours face à ce problème donc de pré-traitement des données. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'un aspect de la méthodologie multibloc, c'est comment pré-traiter ces données. Mais ces questions-là, en fait, ce que je voulais dire, qu'en fait, il y a des questions qu'on peut résoudre, mais ces questions ne peuvent être résolues que collectivement. Et là, en fait, c'est un peu créer comment dirais-je, des articulations pour pouvoir faire ça. Par exemple, on prend un tableau, on fait différents pré-traitements, on a un tableau multiple, okay, et on fait ces méthodes-là et on regarde, est-ce qu'en fait, en termes de résultats, ça bouge pas? Donc, il y a des déclinaisons différentes de la méthodologie, mais vraiment, le message de ma présentation, c'est juste de dire que, grosso modo, d'une part, c'est facile à utiliser parce qu'en sortie, vous auriez que même chose que l'ACP. Et deuxièmement, comme challenge à la communauté, c'est peut-on trouver un jeu de données qui a un sens, qui montre la divergence des méthodes. Et de notre côté, sur le plan mathématique, bien sûr, on a des idées pour aller explorer, pour révéler un petit peu ce phénomène de convergence. D'accord, merci. De rien. Oui. Là, oui, avec le micro. Là, tu as présenté quelques méthodes, en particulier avec la covariance au carré ou au cube pour l'approche hiérarchique. Est-ce qu'on peut généraliser avec covariance avec une puissance m ou éventuellement des contraintes ce serait de la corrélation, ce type d'approche? D'accord.
Voilà, en fait, il faut dire que ça fait quand même un bout de temps maintenant. Comment dirais-je, voyons les choses, ok? Il faut hiérarchiser. Pour moi, il faut hiérarchiser. Pour l'instant, le vrai problème pour, en fait, comment dirais-je, pour appliquer ces méthodes et avancer et montrer la pertinence pratique de ces méthodes, c'est déjà se mettre d'accord sur une forme standard de ces méthodes. Après, si on varie, on va observer juste est-ce qu'il y a convergence ou divergence. Mais ça, on a le moyen maintenant avec cette forme standardisée de le faire. Par exemple, quelqu'un, il dit, j'ai covariance au carré, j'ai covariance à la puissance 4, je vais faire covariance à la puissance alpha. Bienvenue. Mais comme il va montrer, il a déjà la procédure pour voir s'il y a convergence ou divergence, vous voyez, c'est à peu près la même idée de Douglas tout à l'heure. À partir déjà ce résultat est publié avec Mostafa Kanari dans un papier en français dans la revue de statistiques appliquées, l'algorithme. Mais vous voyez, une fois qu'on a compris simplement les choses, ça veut dire qu'on peut aller dans son domaine et faire les choses. Donc c'est pas vraiment là, c'est pas vraiment un travail de recherche et un résultat à présenter. C'est juste au niveau de la communauté, on se met d'accord sur une forme. Et cette forme, on a l'outil qui va avec, et chacun avance dans son truc. Bon, c'est la première fois que je fais ce type de discours, parce que tout le monde me reproche que je ne suis pas très appliqué. Alors j'apprends à faire de l'appliqué. Ouais, merci Mohamed pour rapide, ok. Pour ton travail d'unification. Justement, en parlant d'appliquer, si je me place d'un point de vue de l'utilisateur final, il est souvent admis qu'on va utiliser, suivant l'application qu'on utilise, on va plutôt appliquer Statis ou l'AFM en sensométrie, par exemple, parce qu'on cherche plutôt l'espace commun, ou plutôt la CCPS, quand on cherche les espaces spécifiques aussi. Est-ce que les travaux que tu viens de présenter remettent en cause ça, ou est-ce que ça renforce cette idée-là? Non, ça ne remet pas du tout en cause, parce que si on remet en cause, mais il faut être objectif. Par exemple, vous, d'ailleurs, Sébastien, souvent tu viens m'interpeller sur des questions. Je te dis, bon, j'aime bien, moi j'ai une sensibilité pour la CPS. Un autre gars, on va au Nordique, ils vont dire, nous, on est HPCA. Par exemple, Bahoué, celui-là, il a implémenté une méthode multibloc dans son software. Si on se trouve, ça ne va pas. Il faut qu'on arrive à montrer, si en fait, quelqu'un il vient me voir, il me dit, j'ai utilisé Comdim. Bien sûr, à défaut de faire ça, on utilise ce qu'on a. Mais j'ai utilisé Comdim, mais j'aimerais bien savoir, est-ce que si j'avais utilisé, si on a divergence, on lui dit, il faut utiliser peut-être les deux, parce que vous aurez vous avez deux informations dont vous donnez. Mais s'il y a convergence, ce n'est pas un problème. Moi, j'aime les tenseurs, je vais faire du tenseur. Quelqu'un aime l'ACP, il fait l'ACP. Quelqu'un aime Comdim, il fait Comdim. Mais au niveau de l'interprétation du résultat final, il y a une cohérence. D'accord ?